Mon petit cash flow, c'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver dans cette vidéo. Je suis cash, ça fait longtemps que je ne t'en ai pas faite. Et donc je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans les Dolomites. Alors je suis en débardeur, je n'avais rien d'autre, mais il fait un peu plus frisqué qu'à Touloum. Il doit faire un 15 degrés, mais on est dans les Dolomites italiennes, donc tout au nord de l'Italie, frontière Liechtenstein, Autriche, pas loin de l'Allemagne aussi. Bref, donc c'est un endroit qui est magnifique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, extraordinaire. Alors, j'ai quelques petites choses à t'annoncer en intro avant d'attaquer cette vidéo. Comme d'habitude, les formats Stucage, c'est des formats très naturels où je porte le téléphone comme ça, je marche en général, j'aime bien marcher, ça m'aère la tête et ça me permet d'avoir des idées. C'est un petit peu comme si tu étais à côté de moi et qu'on était en train de discuter, sauf que je suis le seul à parler. Et donc j'aborde plein de sujets, sans mâcher mes mots, des sujets en général autour du développement personnel, autour de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, ma vie personnelle, vie pro, etc., etc. Alors première chose à t'annoncer, à partir de septembre, tu l'as certainement vu, je crée les Tuesday by CW, c'est-à-dire que chaque mardi, il y aura une vidéo YouTube. 4 concepts différents. Le premier concept, chaque premier mardi du mois, il y aura des actus économiques, immobilières décryptées avec des professionnels, soit que moi-même. Ensuite, chaque deuxième mardi du mois, nous avons le format Le Divan, tu as dû voir apparaître, donc qui est un format psychologique où je vais interviewer des personnes à forte notoriété, que ce soit des artistes, des entrepreneurs, des personnes dans l'immobilier, des personnes qui ont connu une notoriété, de l'argent, comment est-ce qu'ils ont traité, géré ça. Troisième format, je suis cash, donc les troisièmes mardis du mois. Et enfin, les quatrièmes mardis du mois, ça sera Wangen Uncensored ou des vlogs ou d'autres vidéos qui n'ont pas forcément d'axe. Et s'il y a un cinquième mardi du mois, c'est pas dit qu'il y ait des vidéos tout le temps non plus, mais voilà, on sera en général en moyenne à 4 vidéos par mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je te cherche un surnom depuis un moment, tu sais qu'à l'époque, très longtemps, je t'appelais Futur Entier. Et puis bon, j'ai eu envie de changer, etc. Et ça fait un moment que je cherche, je ne sais plus comment t'appeler. Donc, j'ai trouvé. Je vais t'appeler par tout le jargon immobilier. Donc un jour ça sera cash flow, un jour ça sera mon LMNP, mon déficit foncier, je sais pas, je vais trouver. Ça va te permettre de bosser, surtout pour les débutants, de voir tout le jargon immobilier, l'entrepreneuriat ou crédit ou même plus large. Et puis voilà, moi je trouvais ça fun, comme ça permet de changer. Donc mon petit cash flow, c'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Alors je suis ravi de faire cette vidéo. Je devais faire cette vidéo à la base sur un immeuble que j'ai en cours, sur lequel j'ai eu pas mal, même beaucoup de déconvenus. Ça a été l'immeuble dans toute ma carrière d'investisseur qui m'a causé le plus de déconvenus. Sauf que l'immeuble est encore en cours, j'ai encore des sujets juridiques dessus, etc. Donc sans m'étaler, malheureusement je ne peux pas le faire. L'avantage ou l'inconvénient, on va dire, d'avoir cette petite notoriété que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis suivi par beaucoup de monde, beaucoup de professionnels, des gens avec qui je travaille, etc. Donc des fois je ne peux pas être totalement cash, ou en tout cas il faut que j'attende. Donc je te ferai cette vidéo parce qu'elle mérite vraiment le coup d'œil. Alors autre chose que j'ai à te dire, tu as dû le voir depuis le 15 septembre, si jamais tu l'as raté, je suis très content de pouvoir t'annoncer que je suis maintenant chroniqueur d'une toute nouvelle émission qui est sur BFM Business. Donc cette émission a été créée ensemble pour qu'elle puisse être adaptée aussi à toi, parce que je sais ce que vous aimez comme type de format, donc on a pu en discuter. Donc on a un format maintenant qui sort 2 fois par mois. 2 fois par mois, ça sera en direct sur les réseaux sociaux, site internet de BFM Business, ça sera 2 fois par mois. Et ensuite, il y aura un best-of qui sera rediffusé à la télé et à la radio. J'aurai aussi d'autres passages qui sera probablement d'autres émissions, mais en tout cas, ça sera le seul moment sur mes réseaux ou ailleurs où je pourrai te répondre en direct. Tu pourras choisir les questions, les sujets que tu veux que j'aborde, me les poser directement et ils seront répondus au travers de cette émission avec BFM. Donc voilà, je suis très content de cette nouvelle aventure. Je tiens à dire que c'est aussi grâce à toi. Si on n'avait pas une si belle communauté et qu'on n'avait pas fait autant de choses depuis, ça ne serait pas possible. Donc voilà, je tiens à te dire un grand merci. Et je vais pouvoir boucler avec ça avant de pouvoir démarrer cette vidéo. Alors, le sujet de cette vidéo, la France, le tourisme, la sécurité et une conclusion de cet été. Alors, je vais commencer par un premier chapitre que je vais appeler changement de paradigme. Depuis cet été, j'ai senti, d'abord je vais te parler en tant que moi, investisseur, ce que je ressens du terrain, ce que je ressens moi avec mes biens, avec les gens que je connais, les agents immobiliers, les investisseurs que je fréquente. Et ensuite on parlera chiffres, statistiques, ce qui est annoncé ou pas par divers médias et diverses analyses. Donc cet été, je suis parti en trip pendant 2 mois et donc j'ai mis en location ma maison qui est sur la Côte d'Azur.
Je l'ai mise en location. L'année dernière, j'avais fait pareil sur une des deux maisons et elle s'était louée extrêmement vite. On a fini la construction aux alentours des juillet. Au moment où je l'ai mise sur Airbnb et que Airbnb, elle s'est louée de suite à un très très bon prix, etc. Cette année, j'ai commencé à la mettre en location à partir d'avril et jusqu'à début juillet, j'avais rien. Quand je te dis rien, c'est les seules demandes que j'avais, c'était des demandes très farfelues, des personnes à qui on demandait l'identité qui ne nous la donnaient pas, des personnes qui n'avaient pas de commentaires, etc. J'ai commencé à la confier à des agences à partir de juin. Rien du tout non plus. Plusieurs agences, des agences de luxe, des agences réputées. Rien du tout non plus. J'ai eu très très peu de locations dans tout l'été. J'ai eu 2 semaines de location sur 2 mois. Et très très souvent, enfin c'est pas très souvent, pardon, c'est tout le temps des locations de dernière minute, c'est-à-dire de la veille pour le lendemain. Donc déjà, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, c'est extrêmement bizarre. Ensuite, j'ai un appartement à Paris que je mets en location moyenne durée. L'appartement à Paris, pareil, rien du tout. Alors l'été, c'est pas le moment de prédilection pour Paris, plus pour la Côte d'Azur, mais normalement, j'ai quand même quelques locations, quelques demandes. Là, rien du tout. Donc j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à consulter les agences, les amis autour de moi pour me renseigner un petit peu et comprendre ce qui s'était passé. Donc on enchaîne sur ce deuxième chapitre. Là, c'était le constat. Premier chapitre, on sent que les mouvements de personnes sont très différents d'avant. Les gens réfléchissent différemment et on va voir pourquoi. Ensuite, toutes les pistes. Alors, deuxième chapitre, toutes les pistes. Première chose, on va catégoriser les clients, les voyageurs, les touristes en 3 catégories. Les premiers, on va dire la catégorie low cost, petit budget. Deuxième catégorie, classe moyenne jusqu'à premium. Et enfin, dernière catégorie, extrêmement fortuné. Première catégorie, pour quelle raison est-ce que la Côte d'Azur a été boudée cette année? Boudé, c'est-à-dire qu'après vérification, on est à environ moins de 30% de fréquentation pour la Côte d'Azur. Et donc du coup, j'ai consulté énormément d'amis, essayé de comprendre ce qui se passait, parce que ma maison était vraiment au bon prix, voire même un peu en dessous de ce que j'avais loué l'année précédente. Et ce qu'il en ressort, c'est que pour tout le monde pareil, les résas c'était que de la dernière minute, et c'était beaucoup plus vite que d'habitude. On avait en moyenne moins 30%, on va avoir des chiffres un peu plus précis bientôt, mais en moyenne moins 30% de fréquentation. Donc, pour cette catégorie petit budget, qu'est-ce qui s'est passé? Première piste, la canicule. La canicule, c'est pas la plus importante. Je te lance les pistes comme ça, hein, parce que je suis en train de marcher, je parle, voilà. C'est une discussion. La canicule, les médias qui ont beaucoup parlé de la canicule avant l'été ont effrayé beaucoup de personnes. Deuxième sujet, et le plus important, l'inflation. La Côte d'Azur, et je sais parce que j'y vis, depuis une bonne dizaine d'années, et là c'est là où je vais le dire cash, se fout de la gueule des gens. C'est vrai, il faut être honnête, se fout de la gueule des gens. Moi, je connais cet endroit, je le fréquente, je vis là-bas, je sors dans des restaurants. Quand tu vois les prix, surtout depuis le Covid, ils ont essayé de rattraper les pertes qu'ils ont eues, ce que je peux comprendre. On a des prix qui sont délirants. Pas forcément, quoique certains hôtels, oui, mais on arrive encore à se loger correctement, mais c'est les restaurants, surtout, on a des prix qui sont devenus délirants. Pour un service qui ne suit pas. C'est-à-dire que sur la Côte d'Azur, et tout le monde le sait, et tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, quand tu vas dans une plage sur la Côte d'Azur, le serveur qui te prend de haut, on te prend l'assiette, limite on te la jette sur la table. Moi je voyage, j'ai fait une 50aine de pays, j'ai vu du service Asie du Sud-Est, j'ai vu du service dans d'autres pays, ne serait-ce qu'en Europe. Tu peux aller en Grèce, tu peux aller dans d'autres endroits, j'ai été en Turquie, etc. Tu as une gentillesse, un sourire, un sens du service qui s'est un peu oublié sur la Côte d'Azur. Mais ça fait tellement longtemps parce que les gens viennent et que voilà, on prend un petit peu les touristes pour des imbéciles. Sauf qu'au bout d'un moment, les touristes le savent. Et donc, avec l'inflation, avoir des budgets aussi importants pour un service qui ne suit pas, là, tout simplement, surtout pour cette catégorie low budget, c'était pas possible. Parce que maintenant, on va attaquer sur la catégorie middle, donc classe médium jusqu'à premium. Bah, c'est exactement la même chose, c'est que maintenant, même en parlant avec des amis, des personnes que je connais qui ont certains budgets, qui gagnent très très bien leur vie, même eux, les prix sont arrivés à un point où ils préfèrent prendre un billet d'avion. Alors par rapport à la première catégorie qui, elle, a préféré cette année la montagne, la campagne, rester pas loin des villes. D'ailleurs, il y a un troisième sujet sur, pardon, je vais revenir à la première catégorie, une troisième piste qui est l'écologie. C'est-à-dire que de plus en plus, les personnes veulent faire des trajets courts. Alors, sous faute d'écologie, mais bien souvent, c'est par faute de budget. Il y a beaucoup de personnes qui mettent ça sur l'écologie, mais c'est souvent aussi par le budget. Bon, budget, écologie, ils ont envie de faire des trajets de plus en plus courts, rester à côté de chez eux, etc. Donc,
La première catégorie, elle, a clairement boudé la Côte d'Azur, n'avait pas forcément les moyens de prendre des billets d'avion pour aller ailleurs, donc a privilégié la montagne, la campagne. La Bretagne a été plus que gagnante pendant cet été. La montagne, je vais y venir plus tard, j'y reviendrai encore bientôt, a été très largement gagnante aussi, hein, j'y suis allé, je m'en suis rendu compte. La campagne aussi, donc des petites villes pas loin de Paris. Pour exemple, j'ai une houseboat, donc qui est une chambre d'hôtel luxe, on va dire, qui est à Port-Ilon, c'est à 45 minutes de Paris. Donc tu es vraiment dans la campagne, tu as les canards qui passent devant toi dans le lac, etc. Ça a été full. Donc d'un côté, j'ai des biens Côte d'Azur, centre de Paris, en down. D'un autre côté, ce qui était en campagne, et des amis qui étaient en montagne, ils ont cartonné. Donc ça, c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, elle, voulait qu'il y a quand même des moyens. La première raison, ça a été l'inflation aussi, parce que les prix, pas tellement parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais c'est surtout qu'ils se disent, pour ce budget-là, ce prix de restaurant par rapport au service que j'ai, et des fois, j'ai aussi l'impression d'être pris un peu pour un imbécile, je préfère partir ailleurs. Donc je vais prendre un billet d'avion et puis je vais partir en Grèce, je vais aller en Espagne. Ceux qui ont les moyens de sortir et qui aiment bien les endroits un peu fêtes, etc. Et j'en ai fait cet été. Cette année, Mykonos, il y a eu beaucoup moins de monde que d'habitude. Par contre, Ibiza a explosé cette année. Alors Mykonos, pourquoi? Mykonos est devenu très cher aussi. Un peu plus cher que Ibiza, pas énormément plus non plus. On est sur quasiment les mêmes prix que Saint-Tropez. Certains restaurants, des fois même un peu plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été à Mykonos, donc je me suis renseigné. Mykonos, à part les endroits, vraiment les très beaux endroits de prédilection, il y en a 4-5, qui étaient pleins comme d'habitude, tout était assez vide. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le maire, il y a eu un petit conflit entre le Premier ministre grec et le maire de Mykonos. Le Premier ministre a boycotté Mykonos, estimant que les prix devenaient trop chers, ce qui n'est pas faux du tout. Donc il a fait une mauvaise communication auprès de toute l'Europe en disant que les prix sont trop chers, etc. Au grand regret du maire de Mykonos, et donc ça a calmé les touristes pour Mykonos. Beaucoup de monde allait à Ibiza. Donc bref, qu'on puisse aller, j'ai découvert la Turquie aussi cette année. Des très beaux restaurants, tu vas à Bodrum par exemple, tu as des très beaux restaurants, tu as des endroits de fête qui peuvent concurrencer, pas tout à fait, mais qui peuvent concurrencer Mykonos ou du Ibiza pour moins cher. Donc on a cette clientèle qui a préféré prendre des avions, partir plus loin pour le même budget, changer de pays tout simplement, découvrir notre culture et avoir des restaurants et un service qui upgrade maintenant la France. Et enfin maintenant pour la clientèle la plus fortunée, celle qui peut louer des maisons à plusieurs milliers d'euros la nuit, qui peut se déplacer en jet ou en yacht, etc. Qui est une clientèle qui est importante sur la Côte d'Azur, qui est une clientèle qui fait tourner l'économie, il ne faut pas l'oublier. Et bien cette clientèle, moi je connais quelques personnes qui sont dans cette clientèle-là, et bien pour elles, ça a été clairement la sécurité. Numéro 1, les émeutes de Paris. Alors, enfin, pardon, les émeutes de Paris, les émeutes en général dans la France. Je dis Paris parce que Paris, ça y a joué aussi sur les réservations à Paris. Il y a eu, je crois, une vingtaine de pourcents, j'aurai les chiffres plus précis bientôt, d'annulation d'hôtels à Paris suite aux émeutes. Une vingtaine de pourcents, c'est quand même énorme. On estime déjà, enfin, après une semaine, 10 jours d'émeutes, on estimait déjà à plus d'1 milliard, près d'1,5 milliard, juste de casse, etc., de matériel, sans compter le manque à gagner. Donc aujourd'hui je parle que d'économie, hein. Enfin, on est là pour parler d'économie, d'immobilier. Il y a effectivement ce qui s'est passé en humain, qui est aussi très dommageable, mais là aujourd'hui je te parle que d'immobilier, je suis là pour ça. Donc les émeutes, j'ai des agents immobiliers qui sont sur Cannes-la-Croisette par exemple. On est sur un budget à une quarantaine de milliers d'euros le mètre carré, donc on est sur des produits très luxe. Des personnes qui ont fait sauter leur vente de biens à 5, 6, 8, 10 millions après les émeutes. Pourquoi? Parce que c'est une clientèle qui a adoré Cannes jusqu'à présent, personnes âgées en général, très fortunées. Pour elles, Cannes, c'était le summum du luxe, du raffinement, Saint-Tropez, etc. Sauf qu'à force de venir, et 1, de se faire cambrioler, 2, de se faire arracher leur montre ou leur sac sur la Croisette, 3, de voir les émeutes, je te dis, texto, ce que mon expert comptable m'a fait remonter d'une vente qui a sauté, c'est que les acheteurs ont dit, c'est les acheteurs américains, ils ont dit, texto, qu'est-ce que c'est que ce pays de sauvages? On reviendra plus ici. Ce pays de sauvages. Et moi, ça me fait mal au cœur, moi qui voyage à l'étranger et qui suis français et très fier d'être français, ça me fait mal au cœur quand je vais à l'étranger, qu'on me regarde comme un pays de sauvages, alors qu'on est un pays qui est incroyable. Et quand je vais en Turquie en début juillet, que je parle à des Turcs,
Nous, on a une vision de la Turquie. Je peux t'assurer que j'étais en totale sécurité en Turquie. Des Turcs qui me regardaient et qui me disaient, ça va chez vous? On dirait que c'est la guerre. Voilà. Donc ça se passe de commentaires. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Et donc, les étrangers le ressentent de plus en plus. Donc la sécurité, le nombre de cambriolages, de vols, ça a explosé. Ça a explosé. Donc les étrangers ne se sentent plus du tout en sécurité chez nous. Et je les comprends, moi-même étant fait cambrioler là cet été. Ça devient invivable pour eux. Donc, ils cherchent d'autres destinations où ils sont beaucoup plus en sécurité. Et il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup où ils vont avoir un service qui va être meilleur. Où ils vont avoir des serveurs qui vont leur faire un sourire, ou qui vont être sympas, ou qui vont avoir un sens du service. Ces gens sont prêts à payer. C'est pas le problème du prix. En fait, le problème, c'est payer ce prix pour cette sécurité à côté, qui est maintenant très rare en fait sur la Côte d'Azur, il faut quand même se l'avouer, et par rapport au service qu'ils vont recevoir. Et donc de plus en plus, ils partent. On a encore des étrangers qui sont plus vieux, plus âgés, qui eux ont leurs petites habitudes, ils ont 50, même plutôt 60, 70 ans. La Côte d'Azur reste de la Côte d'Azur. Donc même s'ils vont se faire voler peut-être quelques fois, c'est possible, bah, ils vont revenir parce que c'est très compliqué de changer des habitudes quand tu as cet âge-là. Par contre, pour les plus jeunes qui arrivent et les plus fortunés, eux, ils ont le monde entier à disposition. Eux, pour eux, la Côte d'Azur, c'est pas aussi glamour que ce que ça pouvait l'être avant parce qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus réaliste de la situation. Donc, voici toutes les pistes pour cet été. Donc, la sécurité a énormément joué. Les émeutes ont fait du mal aussi aux réservations d'hôtels et ça a joué beaucoup pour Paris, mais ça a aussi beaucoup joué pour la Côte d'Azur. Même si chez nous, sur la Côte d'Azur, on a eu pas ou très peu d'émeutes, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être qu'il y en a eu dans quelques cités, mais on n'a pas eu grand chose, on n'a pas eu beaucoup de cases, de dommages, etc. Et pourtant, les étrangers ont quand même eu peur. À ça, je rajoute, j'ai des étrangers aussi qui viennent, quand ils viennent, que je rencontre à l'étranger, qui me disent, on est venu, mais entre les grèves, difficulté à avoir un transport, difficulté à repartir chez nous, etc. La saleté quand ils étaient à Paris, il y en a qui ont plus de mal à venir. Et c'est dommage. Alors tu me diras en commentaire ce que tu en penses, déjà ce que tu penses de cette situation, comment toi tu le vois, comment tu réagis à ça. Si tu es investisseur, que tu investis en France ou à l'étranger, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as remarqué des mouvements des personnes? Voilà, on va en discuter en commentaire. Le but c'est qu'on ait tellement d'investisseurs maintenant, on arrive à avoir des visions, des conclusions qui sont différentes afin d'en faire profiter tout le monde. Troisième partie de cette vidéo, avant la conclusion, quels sont les besoins des touristes aujourd'hui, comment ils réagissent et comment sont leurs mouvements. On a remarqué que les mouvements de personnes cet été pouvaient drastiquement changer rapidement, alors qu'à l'époque, il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, les personnes prévoyaient leurs vacances 6 mois en avance, 1 an en avance, 2 ans en avance. Aujourd'hui, tout s'est fait en dernière minute. Depuis le Covid, les gens ont l'habitude de faire du dernière minute. Les gens n'ont pas de mal, en quelques jours, à changer complètement et se dire, tiens, canicule, fait trop chaud, hop, on part finalement à la montagne. Tiens, finalement, hop, émeute, sécurité, hop, finalement, on prend un avion, on part à l'étranger. Et les gens peuvent le faire aujourd'hui, parce que c'est très facile de se déplacer, etc. Donc, ils attendent de le faire en dernière minute. Et ça, on l'a vu, ce qui fait qu'en fait, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, un événement peut drastiquement changer les mouvements de personnes, et donc changer aussi les résultats qu'on peut avoir sur des biens immobiliers. Donc, on va essayer d'anticiper ça. Les besoins de personnes. Si, demain, dans un monde idéal, on arrivait à créer une ville qui est le charme de Paris, de la Provence, de la Grèce ou des villes européennes, avec la sécurité et la propreté de Dubaï, avec la qualité de la nourriture française ou italienne, et avec une qualité de service qu'on a à l'asiatique, alors je vous le dis, les investisseurs, il faudra carrément investir dans cette ville, hein, parce qu'elle aura tout gagné, parce qu'on a une clientèle très très riche et fortunée, qui l'est de plus en plus parce que les inégalités se creusent par les contextes économiques, et ça, ça on n'y peut rien, mais on va essayer d'être du bon côté. Donc il y a des gens qui ont ce pouvoir d'achat, des gens qui ont de l'argent pour pouvoir aller dans ces endroits-là et le dépenser, mais il faut de la sécurité et de la propreté, surtout de la sécurité. Et aujourd'hui, c'est plus dur à trouver, parce que aussi les inégalités se creusent, hein, faut être conscient de ça. Alors, conclusion de cette vidéo, je ne fais pas dans la politique, mais je suis un investisseur et je remarque ce qui se passe. Premier point, le manque de sécurité en France va coûter très très cher, soit en coût réel, direct, soit en manque à gagner. Pourquoi ça va coûter très cher? Déjà parce que aujourd'hui, je prends la situation qui s'est passée avec les émeutes ou
ou d'autres situations qui pourraient venir à dégrader les biens publics qu'on a, etc. Bah, qui paye ça aujourd'hui? Aujourd'hui, on a de moins en moins de personnes qui payent l'impôt. Et on est déjà un pays qui est surendetté. Aujourd'hui, on a 112% de notre PIB qui est endetté. On est endetté à 112% de notre PIB. C'est énorme, surtout depuis les dernières années, ça s'est creusé, ce qui veut dire qu'en fait, nous, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, on en a plus depuis longtemps, mais là, on en a encore moins. Ensuite, on a le poids écrasant de la charge de la dette. La dette qu'on a, donc c'est 112%, elle a été empruntée quelque part. Elle a été empruntée auprès des marchés, elle a été empruntée via des obligations, principalement. Donc nous, on peut acheter ces obligations-là et emprunter. Quand il y a plus de 3 ans, on était à près de 0%, 0,25, et que maintenant on est à 3%, bah évidemment, le poids des intérêts de la dette n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que cette dette augmente par cette charge d'intérêt. Combien de temps ça va durer, ça on le sait pas, mais en tout cas aujourd'hui ça augmente. Donc cet argent qu'il faut sortir, soit on le sort en augmentant les impôts, ce qui est quand même difficile parce qu'on est le deuxième pays européen le plus taxé, juste derrière le Danemark. On est quand même le deuxième pays européen et un des plus gros, enfin des plus taxés au monde aussi. Augmenter les impôts, c'est compliqué, on va encore faire fuir les personnes qui rapportent le plus d'argent ici et ça serait aussi dommageable. Soit deuxième solution, recréer de l'argent, mais on en a déjà tellement créé et ça a provoqué de l'inflation qu'en créer encore de nouveau, ça va être compliqué. Et donc, dans tous les cas, admettons qu'on recrée de l'argent, un petit peu ce qui s'est passé pendant le Covid. Imaginons qu'on refasse tourner la planche à billets pour que les personnes puissent comprendre. S'il se passe des émeutes, s'il se passe autre chose, un événement qui est similaire et que du coup, on a de la casse, on a comme ce qui s'est passé, plus d'1 milliard, 1,5 milliard de coûts directs, biens publics cassés, etc. Bah, qui c'est qui va les payer? C'est encore la classe la plus pauvre. Pourquoi? Parce que soit ils vont augmenter les impôts, et ça va être la classe moyenne qui va le prendre, mais ça va être difficile maintenant d'augmenter les impôts. Un tout petit peu, mais d'augmenter plus que ça va être vraiment difficile, parce que sinon on va vraiment provoquer une guerre civile. Donc allez, on va augmenter légèrement les impôts, mais surtout, soit on va avoir une dette de plus en plus forte, mais cette dette à un moment donné elle va se payer par qui? Elle va se payer en enlevant des biens sociaux, en enlevant des services sociaux. Donc, en général, c'est la classe la plus pauvre qui en pâtit. Soit sinon, on va aller recréer de l'argent. Donc, si on recrée de l'argent, comme ce qui s'est passé pendant le Covid, on va l'injecter dans les marchés, on va l'injecter via des aides, on va l'injecter via des services sociaux, via des nouveaux biens sociaux, etc., etc. Mais si on fait ça, on a plus d'argent sur le marché, donc l'argent va encore perdre de sa valeur et donc on va recréer de l'inflation. Et si on crée de l'inflation, comme on l'a vu, c'est pas les classes moyennes, alors la classe moyenne le subissent un petit peu, mais c'est pas les classes les plus aisées qui vont le subir, c'est encore les classes les plus pauvres. Donc si on se met à recréer de l'argent pour compenser les pertes qu'on a, soit pertes directes, soit pertes manque à gagner parce que les étrangers viennent plus à cause de la sécurité, etc., etc., qui va encore en pâtir? Les classes populaires. Puisque quand il y a de l'inflation, c'est eux qui en pâtissent le plus. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que on pense souvent que en faisant ça, on va passer un message, on va faire mal à la bourgeoisie, on va faire mal aux personnes les plus riches parce qu'on a la haine contre eux, etc. Bah, en fait, on se fait mal plutôt à nous-mêmes. Parce que d'un côté ou d'un autre, s'il y a de moins en moins d'argent dans les caisses de l'État, c'est les classes populaires qui vont en pâtir, qui sont le plus dépendantes de l'État. Et donc dépendantes de ces aides-là, de ces services sociaux, etc. Voilà. Donc ça, c'était la première conclusion. J'espère que ça peut faire passer un message. Deuxième conclusion, l'inflation et la rapidité à bouger modifient clairement les mouvements des personnes. Comme je l'ai expliqué, les personnes peuvent changer leurs habitudes très rapidement d'une année à l'autre. Donc il ne faut pas rester assis sur nos lauriers en disant « Oh, la Côte d'Azur, maintenant ça a toujours marché, ça marchera toujours ». Et non, il y a des périodes où il y a des pays qui dominaient ou des empires qui dominaient dans l'histoire. Et ensuite, il y a des périodes où il y en a eu d'autres. On a eu une période où la France dominait fut un temps. Ensuite, on a eu une période de domination américaine. Et puis maintenant, on va avoir une période de domination BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui est en train de créer leur nouvelle monnaie qui est adossée à de l'or. Bref, donc, faut pas rester assis sur nos lauriers en tant qu'investisseur, il faut se remettre en question de plus en plus souvent. Et je vais t'en faire part dans la dernière conclusion sur moi, mes biens immobiliers, ce qui s'est passé, comment j'ai appréhendé ça et comment je vais modifier mes investissements ensuite, puisqu'on est là pour parler d'investissement. Troisième conclusion sur la Côte d'Azur. Désolé si je coupe à chaque fois, en général je le fais pas, mais là je suis parti assez vite ce matin et j'ai tout écrit sur un Word, là, donc je coupe à chaque fois pour être sûr de rien oublier. Troisième conclusion sur la Côte d'Azur. Ce que je vais dire va faire mal parce que je vis sur la Côte d'Azur et moi-même je bénéficie
ce tourisme et autre chose via notamment ma maison en location. Mais j'ai envie de dire ce qui s'est passé pour la Côte d'Azur cet été. C'est cash, mais bien fait pour leur gueule. Mais bien fait pour leur gueule. Ça fait mal, mais ça fait longtemps que je vis sur la Côte d'Azur. J'ai passé toute ma vie, j'ai grandi ici, je suis né ici. Born and raised, comme disent les Américains, les Anglais. Et en fait, j'ai vu être pris pour un con de plus en plus, et de plus en plus cher et de plus en plus brutal, que j'aimerais bien que pendant quelques années, la Côte d'Azur se prenne une claque dans la gueule, à moins 40, à moins 50%, qu'on ait plus de fréquentation, que les gens partent complètement ailleurs, juste pour que les restaurateurs, les hôteliers, se prennent une petite claque, se remettent en question et se disent ok, peut-être que maintenant, mon hôtel à 1000 balles la nuit, ça serait peut-être bien que je le rénove et que je ne m'assois pas juste sur mon nom. Ou peut-être que mon restaurant où j'ai une entrée à 35 ou 40 balles juste pour être dans les pieds dans l'eau, bah, faut que je me dise que les gens maintenant l'été pour 200 € ou 300 € de billets, ils sont en Grèce et qu'en Grèce j'ai un service plus sympathique et que je peux me faire un crabe ou une langouste les pieds dans l'eau sur un restaurant qui va être encore plus sympa pour 2 fois moins cher. Et ça, je veux qu'ils en soient conscients. C'est pour ça que je dis que c'est brutal, mais j'espère qu'une bonne claque dans la gueule sera nécessaire pour remettre les choses dans l'aplomb. Et peut-être que après ce déclin de la Côte d'Azur, qui à mon avis va quand même continuer quelques années, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la sécurité, et là je m'adresse aux collectivités, je m'adresse aux mairies, aux préfectures, peu importe si j'ai du poids maintenant que ça peut être utile. Je sais que le préfet d'hier, selon le retour d'une amie, a pris la sécurité très à cœur et a fait ce qu'il fallait, des barrages de police, etc. pour fouiller toutes les voitures. Peut-être, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut mettre le plus le paquet parce que sinon les étrangers vont vraiment partir et ça va nous faire très mal et ça mettra du temps à revenir. Donc voilà, si mon message a été écouté, faites très attention à la sécurité pour l'été prochain. Faites en sorte que les touristes soient en sécurité ici, viennent dépenser leur argent et faisons en sorte que ça puisse continuer. Alors tu me diras évidemment en commentaire ce que tu as pensé de tout ce que je viens de te dire, si tu vis sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que tu en as pensé aussi, comment sont passés tes investissements, et qu'est-ce que tu penses aussi, alors ça, pas de la politique, mais malheureusement on en touche presque. Quel est ton avis sur le sujet? Voilà, je suis très ouvert sur la question, et vous pouvez en discuter dans les commentaires. Maintenant, ultime conclusion qui est personnelle sur mes biens immobiliers, pour que tu saches en toute transparence ce qui s'est passé pour mes biens. Alors l'avantage d'avoir des biens diversifiés, j'en ai maintenant plus d'une trentaine, j'en ai eu jusqu'à 50. Je suis diversifié sur 4 continents différents, aussi bien de la location courte durée que location longue durée, donc ça me permet de récupérer ces mouvements de personnes quand ils bougent. Donc voilà ce qui s'est passé pour ma maison sur la Côte d'Azur. Pardon, j'ai eu 25% d'occupation, par contre ça a été très bien loué, donc j'ai eu 50% des revenus attendus. Donc ce qui n'est pas top, mais ça reste un bonus puisque c'est ma résidence principale, donc ça reste un bonus. Par contre, à l'inverse, j'ai eu mes 2 maisons à Bali qui étaient on fire, mais vraiment, vraiment. J'ai dégagé plus de 8 000 € par mois de cash flow net sur ces 2 maisons. Bali a le vent en poupe. Alors les Russes, notamment depuis la guerre en Ukraine, ont envahi Turquie, Dubaï et Bali. Peut-être d'autres destinations, principalement c'est celle-ci que je connais. Donc les prix ont explosé à Bali. Donc c'est full de touristes et puis surtout depuis après le Covid, les gens qui voulaient aller à Bali sont en train d'y revenir. Donc ça, c'est très bonne nouvelle. La houseboat que j'ai à Port-Ilon, à 45 minutes de Paris, on fire aussi, environ 3500 par mois net de cash flow. Taux d'occupation à quasi 90%, j'ai plus le chiffre exact, mais on était pas loin. Donc très très belle occupation, sachant que ça a démarré qu'il y a moins de 6 mois, 5 mois environ. Donc ça, très content aussi. Tulum, par contre, beaucoup moins bien. Tulum est en attente. Tulum avait eu une très très forte hausse pendant le Covid. Comme tout endroit ou tout marché qui connaît une énorme hausse et une bulle, après ça a tendance à se calmer après. Donc là on est dans la période de calme à Tulum, puisque principalement on a des touristes qui sont américains, qui sont canadiens, qui sont sud-américains, et qu'eux ont une crise qui est beaucoup plus forte que la nôtre et beaucoup plus brutale aussi. Ils ont connu une inflation beaucoup plus forte et une correction des taux de leur banque centrale qui était beaucoup plus brutale aussi. Et aussi, ils étaient tellement allés à Tulum pendant 2 ans, 2 ans et demi pendant le Covid, parce que c'est un des seuls endroits sympas où ils pouvaient aller, où ils étaient autorisés à aller, que maintenant, ils ont tendance à aller plutôt en Europe et à reprofiter de l'Europe et d'autres endroits. Donc Tulum, beaucoup plus calme. Par contre, à partir de 2024, je pense que ça va être beaucoup plus prisé. Pourquoi? Parce qu'on a le petit aéroport de Tulum, c'est un aéroport international quand même, qui va être inauguré début 2024. Le train Maya qui va faire toute la côte Maya, qui va aussi drainer beaucoup de touristes et faciliter les transports.
Et comme la maison que j'ai en construction va se terminer janvier 2024, à mon avis, elle en bénéficiera. Donc, je te tiendrai au courant. Et donc voilà pour ce chuicage. Donc c'est un chuicage qui permet de parler aussi d'actualité immobilière. J'espère que ça t'a plu. Donne-moi d'autres idées de chuicage dans les commentaires si ça t'a plu. Mets un like sur cette vidéo, bien évidemment. Et d'ici là, je te parlerai d'autres investissements. Je sais que les investissements à la montagne vont avoir le vent en poupe de plus en plus, notamment avec l'écologie, avec l'inflation aussi. C'est un investissement, une destination qui a été largement prisée pendant cet été, donc je vais t'en parler de plus en plus et je vais y penser aussi, moi personnellement. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. N'oublie pas que maintenant tous les mardis, il y a des vidéos, donc réinscris-toi. Je sais que pendant un moment j'étais plus là, j'avais d'autres choses à faire, d'autres sociétés à créer, d'autres voilà, et maintenant que tout est bien créé, tout est en place, je peux revenir en force avec des vidéos qui vont être encore plus qualitatives qu'à l'époque et sur plein d'autres sujets. Donc voilà, je suis très très content de revenir et de te refaire des vidéos. Sur ce, mon cash flow, je te souhaite une excellente journée, plein de bons investissements et je te dis à très bientôt. Ciao.